fait la greffe de moelle osseuse ou bien la greffe de cellules souches hématopoïétiques, quand on fait la greffe de cellules souches, c'est pour avoir des cellules souches totipotentes qui peuvent se différencier à n'importe quelle lignée. Et cela est valable également pour les autres greffes. Quand on fait la greffe, plus la partie, le greffon est immature, mieux c'est, parce qu'il va après se différencier en plusieurs lignées. Et ça, c'est important. Le fait d'expliquer l'hématopoïèse dès le début vous permet d'anticiper sur les opportunités thérapeutiques après et justifier pourquoi la greffe est indiquée. La greffe est indiquée tout simplement parce qu'elle va apporter des cellules souches hématopoïétiques qui vont prendre le relais et fabriquer des cellules au niveau de la moelle de la personne de l'enfant qui a l'aplasie médulaire. Donc, il faut vraiment, dès l'introduction, revenir sur ces aspects-là, bien les expliquer pour pouvoir comprendre la suite. Alors, l'épidémiologie, vous l'avez dit, c'est la rareté. Bon, la rareté, elle est relative quand même, c'est vrai. Le diagnostic, il faut en parler parce que vous êtes des cliniciens. Encore une fois, n'oubliez jamais l'aspect clinique. Je suis clinicien, je suis pédiatre. Comment est-ce que je peux penser à une aplasie médulaire? Il faut toujours vous poser cette question-là. Sur le plan clinique, sur le plan paraclinique. Donc, ayez cette habitude-là. Cela vous facilite même parfois les approches diagnostiques. Alors, vous avez pratiquement les mêmes éléments que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les leucémies aiguës. La seule différence, que dans les leucémies aiguës, l'atteinte est primitive au niveau de la moelle. C'est une cellule qui se multiplie et qui a du mal à maturer. Donc, c'est la cellule blastique. Elle est née, mais elle est bloquée. Elle ne peut pas grandir. Et étant donné qu'elle ne peut pas grandir, elle va étouffer la moelle. Elle va se reproduire de façon anarchique. C'est comme si elle était devenue folle. Et la conséquence, c'est qu'en périphérie, vous n'aurez pas de cellules filles, tout simplement parce qu'il y a une sorte d'avortement médulaire. L'aplasie, c'est le contraire. L'aplasie, c'est une cause externe. Ce n'est pas une multiplication de la cellule. C'est une cause externe. La moelle, elle est attaquée. Elle est attaquée soit par des causes constitutionnelles, génétiques, qui relèvent de lois mendéliennes, ou bien de causes acquises qui peuvent être d'origine inflammatoire, infectieuse, toxique, métabolique, tout ce que vous voulez, parfois même physique avec les radiations ionisantes, ou bien, comme on le dit, on ne sait pas. Et en médecine, quand on ne sait pas, les gens n'ont pas l'humilité de dire on ne sait pas. Ils vont dire que ce sont des causes idiopathiques. Donc, on va utiliser de gros mots pour masquer notre ignorance, alors que 80% des aplasies médulaires sont de causes encore inconnues. Je peux vous dire que certainement, vous allez recevoir dans vos consultations des enfants qui vont présenter des signes d'aplasie médulaire, mais vous aurez beau chercher, vous n'allez pas retrouver la cause. Et pourtant, la cause, elle existe, parce que s'il n'y avait pas de cause, il n'y aurait pas d'aplasie. Étant donné qu'on est limité, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Donc, il faut explorer, il faut rechercher, il faut être patient, se donner le temps de voir de quoi il s'agit. Donc, globalement, c'est comme ça qu'il faut approcher cette leçon-là dans l'intérêt, l'épidémiologie, le diagnostic clinique, paraclinique. Un enfant qui fait une aplasie, qu'est-ce qui le pousse à consulter? C'est presque la même chose sur le plan clinique que les leucémies, presque la même chose. Il n'y a que la paraclinique qui va faire la différence, parce que dans les leucémies, vous aurez les blastes, dans les aplasies, en tout cas, tels qu'on va les présenter, il n'y aura pas de blastes. Donc, quand vous trouvez des blastes, l'atteinte médulaire est en rapport avec une leucémie. Et dans les leucémies, vous pouvez vous limiter au médulogramme pour confirmer votre diagnostic, tout simplement parce que l'atteinte, elle est primitive, elle est médulaire. Alors que dans les aplasies médulaires, le médulogramme à lui seul ne suffit pas. Il faut aller au-delà du médulogramme. Il faut faire la biopsie ostéomédulaire. Aller dans l'architecture même, puisque dans les rappels, vous avez dit, il y a les cellules, il y a l'environnement, il y a les facteurs.
Donc, vous allez essayer d'explorer tous ces éléments-là. Donc, la biopsie vous permet d'explorer les cellules. On va vous dire la moelle, elle est pauvre. Il n'y a presque rien du tout. Elle est désertique. Vous regardez le micro-environnement médulaire et vous regardez les facteurs. Donc, le diagnostic, vraiment, il est histologique, même si les symptômes sont cliniques. Ensuite, toujours dans l'intérêt, bon, si vous voulez parler des causes, il y a peut-être quelques causes constitutionnelles connues, mais auxquelles on ne pense pas, c'est vrai, parce que dans nos pays, les gens ne sont pas trop dans les explorations, les gens sont somatique. Un enfant vient, il nous fait une anémie en rapport avec une pancytopénie, mais parfois, les gens ne voient pas la pancytopénie. Ils vont juste voir l'anémie, ils vont traiter et l'enfant va rentrer à la maison. Il reviendra une semaine après ou 2 semaines après, même chose. On va traiter, ainsi de suite, jusqu'au jour où soit il a la chance d'être référé dans un hôpital où on pourra l'explorer, ou bien s'il n'a pas de chance, il peut continuer à consulter jusqu'au jour où il perd la vie. Et cet enfant ne sera jamais diagnostiqué. C'est la raison pour laquelle beaucoup de maladies dont on pense que ce sont des maladies rares ne le sont pas en réalité. C'est parce qu'elles ne sont pas explorées. Et si on n'explore pas naturellement, on ne va pas les confirmer. Donc, les aplasies médulaires, je suis sûre qu'il y en a beaucoup dans vos services, mais c'est parce que les gens n'y pensent pas. Donc, les causes constitutionnelles, les causes secondaires, mais également les causes idiopathiques. Le traitement, en général, lorsqu'il s'agit de pathologies rares ou de pathologies dégénératives, c'est toujours la même problématique. Le traitement, il est lourd et parfois, il n'est pas accessible parce qu'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, vous parlez du traitement symptomatique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'enfant en vie? Encore une fois, on revient à ce concept d'améliorer la qualité de vie des enfants. Primum non nocere. L'enfant fait son aplasie, il n'a pas assez de sang, il n'a pas assez de globules blancs, il n'a pas assez de plaquettes. Qu'est-ce que moi je peux faire en tant que médecin pour l'aider à vivre décemment? Quel que soit ce que je vais lui proposer, je ne serai pas nocif. Je ne vais pas le bourrer d'anti-inflammatoires parce qu'il a une thrombopénie qui risque de saigner à tout moment. Je ne vais pas le bourrer d'antibiotiques inutiles parce que je sais que je ne connais pas l'origine de son aplasie. Peut-être qu'il y a une cause toxique. Si je donne beaucoup de médicaments, peut-être que la toxicité va être majorée. Un peu. Donc, faites le minimum, soyez le moins agressif, mais soyez efficient. Transfusion, soit du sang ou des concentrés de globules rouges, des plaquettes en fonction du taux de plaquettes et plus ou moins des concentrés granulocytaires en fonction de son taux de globules blancs et de polynucléaires neutrophiles. Donc, traitement vraiment symptomatique, plus maintenant les mesures adjuvantes. Éviter ceci, éviter cela, équilibrer l'alimentation pour apporter un peu de nutriments qui pourraient contribuer à améliorer l'hématopoïèse. Alors, le diagnostic, toujours dans la deuxième partie, je vous l'ai dit, reprenez le plan grandeur diagnostic et vous commencez positif, différentiel, etc. Et vous abordez chaque chose selon le format dont on avait parlé. Les circonstances de découverte, mettez-vous à la garde. Vous recevez un enfant qui fait une aplasie, quels sont les symptômes possibles? C'est comme les leucémies. Alors, pour les cours aplasie et leucémie, vous avez presque les mêmes éléments de diagnostic sur le plan clinique, presque, je dis bien, parce qu'il y a de l'insuffisance, un syndrome d'insuffisance médulaire. Donc, toutes les pathologies qui se manifestent par un syndrome d'insuffisance médulaire vont se manifester pratiquement de la même façon sur le plan clinique et paraclinique. Maintenant, c'est la cause qui va faire la différence. Et les aplasies en font partie. Alors, ce qui a manqué, bon, il y a une petite erreur quand vous dites les cellules extra-hématiques. Je dis, alors là, c'est compliqué. Parce que vous avez effectivement écrit cellules extra-hématiques. Oui, donc la logique voudrait que si vous faites une erreur sur un terme, quand vous prononcez le mot, vous vous rendez compte que c'est une erreur, vous rectifiez. Et si vous ne rectifiez pas, c'est parce que vous vous êtes même pas rendu compte que c'était une erreur. On dit cellules extra-hématopoïétiques, c'est-à-dire des cellules qui n'appartiennent pas
à l'hématopoïèse. Donc ça, il faut